Bonjour à tous. Une rentrée scolaire sanglante a été observée lors de la rentrée dans les régions anglophones. La nouvelle expression dresse un bilan lourd. Un enseignant tué, 7 élèves et des responsables d'établissements scolaires kidnappés le jour de la rentrée scolaire dans la région du Nord-Ouest. Cameroun Tribune évoque à sa une l'indignation du président de la République face à ces agressions d'élèves et enseignants. Paul Biya condamne ces actes de violence, exprime sa compassion et prescrit le renforcement des mesures de sécurité. Cependant, la nouvelle expression constate que ce discours officiel peine à dissiper le règne de la terreur sur le théâtre de la crise anglophone. La preuve, le Jour raconte comment l'hôtel de résidence du ministre de l'Éducation de base a été la cible des groupes armés séparatistes durant son séjour à Bamenda. Pourquoi les écoles sont-elles devenues le théâtre de la violence dans les régions anglophones? Comment expliquer cette multiplication des actes de terrorisme? Ces multiplications des actes de terrorisme sont-ils en train de traduire l'échec des mesures et de la gestion de la crise anglophone faite par le gouvernement? Au-delà de cette terreur, en pleine rentrée scolaire, il y a une controverse autour d'un livre de sciences qui enflamme le débat au Cameroun. Certains journaux déplorent l'enseignement des déviants sexuels aux élèves de la classe de 5e. Et selon Mutation, un doigt accusateur est pointé sur le manque d'évaluation pertinente des programmes scolaires au Cameroun. Pourtant, ces enseignements controversés sont dispensés depuis 2014. Qu'est-ce qui fâche dans ce livre de sciences? S'agit-il d'une pédagogie des questions sexuelles ou alors un complot immoral contre la culture africaine? Dans ce contexte de mondialisation, la nouvelle route de la soie se dessine sur le continent africain. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, compte débloquer 60 milliards de dollars sur 3 ans pour financer le développement des infrastructures, la modernisation de l'agriculture et l'assistance aux pays africains en pleine crise humanitaire. Alors que Cameroun Tribune souligne l'offensive de Paul Biya en Chine, d'aucuns s'interrogent sur l'utilisation judicieuse de cet endettement effréné vers les partenaires financiers tels que la Chine. Contrairement à l'optimisme des chefs d'État africains, le quotidien de l'économie révèle que la Chine gagne 3 fois ce qu'elle investit en Afrique, ce qui suscite des interrogations sur les enjeux géoéconomiques de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Ces problématiques majeures de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau le bâtonnier Charles Tchongon. Bâtonnier, bonjour. Bonjour, M. Nouffelé. Merci de m'avoir convié sur ce plateau pour essayer ce dimanche d'éclairer l'opinion sur les enjeux des questions que vous venez d'évoquer. Je précise, je vous en prie, allez-y. Je voulais en profiter pour souhaiter à mes copanélistes que vous présentez certainement tout à l'heure, n'est-ce pas, l'agréable surprise qui est la mienne de les revoir sur votre plateau. Je précise que vous avez dirigé l'Ordre des avocats entre 2006 et 2010. Vous êtes l'auteur du livre de l'impossible justice au Cameroun. Je reçois également sur ce plateau, ce dimanche, Pierre Alaka. Bonjour. Bonjour Cédric Nouffelé, merci de m'avoir invité. Vous êtes expert en fiscalité, également enseignant d'université. Vous avez publié des ouvrages sur les politiques fiscales en Afrique et les axes de développement. Ce dimanche également présent avec nous sur ce plateau, l'ancien député SDF Évariste Fopossi. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous ce dimanche. Oh, c'est une joie pour moi de retrouver les plateaux de Kinors TV. Je précise que vous êtes également économiste et je le disais, ancien député SDF. Le 4e panéliste ce dimanche est Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Monsieur Nouffelé. Je salue tous les copanélistes. Consultant sur droit de réponse, éditorialiste à la Nouvelle Expression, nous avions un 5e invité, l'honorable Marlise Doualabel, députée RDPC à Ivry-Centre, attendu jusqu'ici sur ce plateau. Déjà, démarrons cette émission avec la première escale. Avec vous, bâtonnier Charles Tchongon, vous avez lu dans la presse, en pleine rentrée scolaire, des enseignants sont tués, des élèves kidnappés dans la région du Nord-Ouest. Comment vous réagissez face à cette nouvelle vague d'enlèvement
et d'agression des élèves. Écoutez, je ne peux que condamner ces actes inacceptables sur un des droits fondamentaux de l'enfant, qui est le droit à l'éducation, consacré par la résolution des Nations Unies. Mais je voulais également pondérer, n'est-ce pas, cette réaction en ce que ces actes sont la conséquence d'un processus qui traîne depuis 2016. Nous avons vu comment, n'est-ce pas, de provocation en provocation, d'agression en agression, nous en sommes aujourd'hui à une guerre civile quand que des groupes non identifiés, n'est-ce pas, interviennent en plein jour dans une cité comme Bamenda pour agresser des institutions chargées de l'éducation des enfants, qu'ils attaquent des forces de l'ordre de sécurité et qu'ils puissent se retirer, ça commence à quand même interroger, n'est-ce pas, le vecum pecus. Je pense que nous avons atteint là le point, j'allais dire, de non-retour dans cette crise. Et encore une fois, je ne devais pas changer le discours parce que la violence a atteint un niveau plus élevé. Je voudrais simplement dire que il faut qu'on se souvienne que depuis 2016, nous ne cessons d'appeler, n'est-ce pas, au dialogue pour régler cette crise politique. Il faut des mesures politiques fortes. Nous en parlerons, bâtonnier, au cours de cette émission. J'aimerais maintenant avoir la réaction d'Évariste Fopossi. L'école dans les régions anglophones est devenue le théâtre des violences, des attaques contre des élèves, contre des enseignants, le jour de la rentrée scolaire, alors que le ministre de l'Éducation de base se trouve à Bamenda, c'est là où ces écoles sont les cibles des attaques. Comment analysez-vous cette situation? Cher ami, je ne peux que condamner ce qui arrive actuellement dans cette zone, mais comme le disait le bâtonnier tout à l'heure, ça traduit le pourrissement d'une situation qu'on a vu venir. Ça traduit une autre dimension que prend l'incendie qu'on a vu naître et qu'on aurait pu éteindre dès le début. On fait face maintenant à une guerre civile alors qu'il s'agissait des protestations sectorielles. Bref, je crois qu'il est temps qu'on arrête le drame parce que à cette allure, le pays risque de sombrer dans le chaos. Que des gens soient obligés d'utiliser l'éducation des enfants comme arme de combat, c'est pathétique et dramatique en même temps. Et c'est pas bon pour notre pays. Donc je crois que la balle est dans le camp de ceux qui nous gouvernent. Tout le monde sait que ce problème ne peut pas être réglé uniquement par les armes. Quel est le message que souhaitent envoyer ceux qui attaquent? J'en sais rien, j'en sais rien, Cédric, parce qu'on ne sait pas qui sont ceux qui tuent. On ne sait pas. Dans une situation de guerre civile, c'est le chaos. On ne sait jamais d'où vient la balle qui tue le passant qui passe ou l'élève qui sort de l'école. C'est ce qui est dramatique. Là où on aurait dû commencer par le dialogue, par un langage de compréhension, de paix, de dialogue. Et c'est sûr qu'on arrivera à arrêter l'engrenage. Mais si on continue dans cette surenchère de violence de part et d'autre, le pays a encore de mauvais jours devant lui. Justement, la presse qui, cette semaine, s'est intéressée à cette question relative à la rentrée scolaire dans les régions anglophones. J'aimerais à présent avoir la réaction de l'honorable députée Marlise Douanabel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée RDPC de Vaury-Centre. Vous vous intéressez particulièrement aux questions d'éducation. Comment vous analysez cette situation dans les régions anglophones? Le gouvernement avait promis plusieurs semaines avant que toutes les mesures sont prises pour garantir le retour des enfants à l'école. Et en pleine rentrée scolaire, plusieurs élèves sont kidnappés, des enseignants sont tués, alors que le ministre de l'Éducation de base se trouve
dans la région du Nord-Ouest? Alors, je pense que toutes les mesures ont été prises. Et on constate que malgré le fait que ces mesures aient été prises, l'école n'a pas pu reprendre comme il se doit. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu accéder à leurs écoles respectives. Et certains qui ont pris le risque de respecter la date de la rentrée ont été victimes, soit de kidnapping, soit de menaces de tous ordres. Alors quand l'honorable Fopossi dit qu'il ne sait pas qui empêche les enfants à aller à l'école, qui tue, moi je pense que c'est clair, puisque c'est revendiqué. Et c'est revendiqué par les sécessionnistes, c'est pas revendiqué par le gouvernement du Cameroun. Et quel serait l'intérêt du gouvernement du Cameroun que les enfants ne reprennent pas l'école, puisqu'ils ont donné leur parole qu'il y aura rentrée scolaire. Donc ça ne peut pas être le gouvernement qui empêche les enfants d'aller à l'école, donc de se mettre tout seul en difficulté en voyant leurs paroles contestées. Maintenant, moi je pense qu'il faut qu'on parle à nos frères en colère, parce que j'estime qu'ils restent nos frères tant que leur pays, l'Ambazonie, n'est pas né. Je voulais leur dire qu'on peut comprendre qu'ils recherchent un moyen de pression fort qui pourrait plier le gouvernement. Pour vous, c'est ça qui justifie les Oui, attaques contre les écoles? C'est ça. Je pense que c'est un instrument de pression qu'ils utilisent, sauf qu'ils ont choisi une mauvaise cible, parce qu'à tous égards, je pense qu'on est tous unanimes que l'éducation est un droit inaliénable et que nous devons préparer le Cameroun de demain, et même l'Ambazonie de demain, en envoyant nos enfants à l'école, en éduquant nos enfants. Donc qu'ils réfléchissent et qu'ils trouvent un autre moyen, mais pas les enfants. Je trouve que c'est pas normal. Juste après vous, j'aimerais bien sûr que Pierre Alaka également se prononce sur cette situation. Vous êtes enseignant. Lorsque vos collègues du secondaire, du primaire, mais aussi des universités dans ces régions anglophones ne peuvent pas se rendre à l'école pour dispenser les cours à ces jeunes Camerounais résidant dans ces régions anglophones, comment vous réagissez? Écoutez, Cédric Nofélé, merci beaucoup pour cette question. J'ai toujours pensé que lorsqu'on prend des mesures et que ces mesures ne marchent pas, ça veut dire que ces mesures n'étaient pas les bonnes. Donc, si on a pris des mesures et ces mesures n'ont pas toujours apporté la formation et l'éducation à tous à ce jour, ça veut dire qu'il faut changer. C'est pour ça que l'intérêt de discuter, l'intérêt du dialogue me semble très très opportun ici, dans la mesure où je ne serais pas très à l'aise moi de voir des Camerounais, du supérieur, du secondaire et du primaire qui aspirent à gouverner ce pays demain ne pas être formés, alors qu'ils en ont véritablement le droit de par les textes internationaux, les textes nationaux et même la culture nationale, qui voudrait qu'un parent qui décide d'envoyer son enfant à l'école, que cet enfant ait droit à l'éducation. Maintenant, que ces enfants aujourd'hui dans l'Est, Cameroun occidental, qu'on voudrait séparer, et qui aujourd'hui est le Nord-Ouest et le Sud-Ouest séparé du Cameroun uni et unifié, et pour moi ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose, et il appartient à celui qui a le pouvoir de vouloir de régler cette situation. Et celui qui a le pouvoir de vouloir, c'est bien le président de la République. Mais j'ai entendu ça et là dire que comment celui qui a le pouvoir peut discuter avec des gens perturbateurs. Moi, je ne vois pas l'analyse de ce point de vue-là, dans la mesure où, lorsque chez vous, une chambre prend feu, il ne faut pas dire que cette chambre-là est habitée par les étrangers, ou c'est pas ma chambre qui prend feu. Il faut éteindre le feu dans toute la maison, et c'est celui qui a le pouvoir d'éteindre le feu qui s'appelle le sapeur-pompier. Avant qu'on arrive à cette proposition de sortie de Edmond Kamgé, au regard de ces multiples attaques perpétrées contre les écoles, avez-vous le sentiment que le gouvernement avait mobilisé les moyens nécessaires pour éviter le pire avant cette rentrée scolaire? D'abord, je dois dire que je suis heureux de ce que le bâtonnier Charles Tchungan nous rejoint dans une position que nous avons déjà adoptée sur ce plateau, c'est-à-dire que nous avons atteint une position de non-retour.
dans la crise anglophone. Le gouvernement a essayé de prendre un certain nombre de mesures d'année en année, c'est-à-dire 2016, 2017, et nous sommes déjà en 2018, et nous sommes pratiquement à 2 ans de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le gouvernement a cru bon de lancer la rentrée scolaire en tenant compte des mesures prises dans le passé. Mais il s'avère tout simplement que les forces dites sécessionnistes sont passées en force. Elles entrent dans les grandes villes désormais, parce que l'attaque de Madame la ministre de l'Éducation de base à l'hôtel où elle logeait est un signe très fort qui montre qu'on a atteint un nouveau palier dans l'escalade de la violence. Et ils l'ont fait et ils se sont retirés immédiatement. Donc c'est une technique de guérilla urbaine. Au-delà des attaques qu'ils opèrent, qu'ils procèdent dans les régions frontalières entre le Cameroun et le Nigeria face à nos forces de sécurité, au-delà des attaques auxquelles on assiste dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans les villages, nous constatons qu'avec ce qui s'est passé à Bamenda, il faudrait faire très attention. C'est d'autant que, parallèlement à l'action menée pour frapper ce symbole fort de l'État, c'est-à-dire Madame le ministre de l'Éducation de base, fort heureusement, les forces de sécurité ont réagi promptement et ont empêché ce qui aurait pu arriver. Il faut dire que, à partir de ce moment, il faudrait que non seulement le gouvernement prenne de nouvelles mesures, parce que ce qui se passe montre qu'on n'a pas suffisamment, que le gouvernement n'a pas pris suffisamment compte de la capacité de ces forces à agir de manière progressive, c'est-à-dire de manière opérationnelle, mais toujours dans le cadre de ce qu'on pourrait qualifier de nébuleuse, c'est-à-dire par la force asymétrique. Parce que là, ils sont en train de pénétrer, non seulement d'encadrer, de contrôler les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais de pénétrer les régions de l'Ouest et même du littoral, à travers les déplacés qui avancent, qui se retrouvent massivement dans les régions frontalières de l'Ouest, du Sud-Ouest, du littoral, et même dans les autres régions du pays. Donc il faudrait faire très attention. Il faudrait que le gouvernement réfléchisse suffisamment sur ce qu'on a toujours dit sur ce plateau, au dialogue politique, un dialogue politique inclusif. Pour le moment, Cameroun Tribune affirme que le chef de l'État a prescrit 2 mesures d'urgence au gouvernement face à ces agressions d'élèves et enseignants, retrouver et remettre en liberté les personnes kidnappées, ensuite traquer les auteurs de ces forfaits pour les traduire devant les juridictions compétentes. Bâtonnier Charles Tchongon, est-ce que ces mesures sont-elles suffisantes pour amener la sérénité dans les écoles? Non, mais... Certes, mesures d'urgence, mais sur la problématique majeure de la sérénité dans les écoles afin de permettre aux enfants de pouvoir accéder à une éducation qui leur permettrait eux aussi de devenir de vrais hommes demain. Non, je pense que même si ces mesures ne régleront pas la crise, elles sont nécessaires. Je crois que face à une agression comme celle-là, le président de la République ne peut pas laisser inerte, sans réagir. Je pense que son indignation est justifiée. Les prescriptions qu'il a données sont également justifiées. Mais je voulais le noter, dans le cadre de cette crise de la rentrée scolaire, pour féliciter nos forces de défense et de sécurité, qu'il ne vous a pas échappé qu'à Kiossi, on a intercepté 3 chalutiers, n'est-ce pas, chargés d'armes. Bon, cette fois-ci, on a interpellé ces 3 chalutiers. La question est, combien de chalutiers ont traversé la barrière, n'est-ce pas, camerounaise? Ces 3 chalutiers, on les a interceptés. Mais combien de chalutiers ont traversé la barrière? Moi, je pense qu'il faut que nous fassions extrêmement attention. Aujourd'hui, nous sommes... je crois qu'on a dépassé la guerre asymétrique. Nous sommes entrés dans une guerre de symboles. Voyez-vous, quand ça a commencé avec le ministre de la Défense, quand le ministre de la Défense, qui Yaoundé pour aller rendre visite à ses troupes, n'est-ce pas, dans les zones en difficulté, le ministre est attaqué à l'aller et au retour. Il faut qu'on tire les leçons de cela. Pourquoi est-ce que le patron de la Défense, le représentant du patron de la Défense, je préfère pas parler ainsi puisqu'il est délégué, peut se déplacer sans qu'il y ait des mesures, n'est-ce pas, d'information et de sécurité pour essayer de rendre son déplacement invisible, puisque notre armée a les moyens, n'est-ce pas, de rendre ce déplacement invisible. À l'aller, on peut comprendre qu'en fait, l'effet de surprise. Mais au retour, ça questionne, n'est-ce pas, l'environnement en termes d'information et de sécurité. Maintenant, on attaque le ministre de la Défense.
Maintenant, le ministre de l'enseignement secondaire, moi je ne savais pas qu'elle avait fait le déplacement. Mais nous découvrons qu'eux, ils savent. Oui. Eux, ils sont informés de ce que notre ministre de l'enseignement secondaire L'éducation de se base. trouvait... L'éducation de base. L'éducation de base se trouvait sur les lieux à ce moment-là. Et il connaissait même l'hôtel dans lequel elle se trouvait. Et l'attaque porte sur le symbole. Moi, ça me fait peur. Pourquoi? Ça me fait peur pour deux raisons. Nous sommes en période électorale. Et devant nous avons des actes républicains de symboles qui incarnent le symbole de la République qui va avoir lieu. Et il va y avoir d'abord la campagne électorale qui va s'ouvrir. La question est, est-ce que les candidats pourront, n'est-ce pas, vaquer à leur meeting dans tout l'espace dans ces deux régions? Deuxième question, nous avons le 7 octobre, qui est un jour extrêmement symbolique pour la République. Est-ce qu'on nous laissera aller voter tranquillement dans ces deux régions? Et enfin, il ne faut pas qu'on perde de vue. C'est pas parce qu'on se tait devant des phénomènes qui nous agressent tous les jours que la solution est trouvée. Nous avons la canne. Parce que nous ne pas penser à cela, se faire l'autruche. Nous avons la canne qui, pour nous, est un symbole également de la République. C'est un engagement présidentiel que la canne se tienne au Cameroun. Est-ce que, même si nous mettons de côté tous les différents problèmes, tous les dysfonctionnements dans la construction des stades et des infrastructures, est-ce que la sécurité de la canne pourrait être assurée? Il faut que dès maintenant, on réfléchisse sur ces questions-là et qu'on prenne des mesures radicales, je dis bien radicales, pour faire en sorte que la guerre cesse et que le dialogue s'ouvre pour que la paix s'instaure. Je pense que la sortie des femmes de Boya et de Bamenda est un symbole extrêmement fort. Vous savez, quand moi je suis arrivé ici au Cameroun, j'ai connu cette ville qui s'appelle Douala, qui est devenue ma ville. Je me souviens que dans les années 90, quand ça chauffait, les femmes sont sorties. Elles sont sorties, elles ont marché, n'est-ce pas, de Dedo, n'est-ce pas, à la place du gouvernement, pour arrêter cette violence qu'on voyait dans la ville de Douala. Et j'ai noté que de part et d'autre, cette violence s'est arrêtée. Je prie pour que ce soit entendu. Le gouvernement se concentre sur des mesures de sécurité. Les ministres chargés de l'éducation encouragent les parents à ramener les enfants à l'école, mais la nouvelle expression estime que les discours officiels contrastent avec le sentiment d'insécurité qui habite les populations. Évariste Fopossi, quelle est votre évaluation des mesures gouvernementales prises pour rassurer les parents sur le retour des enfants à l'école afin de garantir leur éducation durant cette année scolaire 2018-2019? Vous savez, on a l'impression que le gouvernement ne voit que le côté militaire de ce problème. Parce que s'il comprenait qu'on est dans la voie d'une dérive totale et qu'il faut arrêter cela, il ne se contenterait pas de dire je vais poursuivre ceux qui ont attaqué les élèves, je vais les traquer. C'est son rôle. C'est son rôle. Mais le problème est plus profond que cela. Le problème ne s'arrête pas à cela. C'est tout un ensemble. Vous savez, quand cette histoire a commencé, il n'était pas question de guerre. C'était juste des protestations populaires. Donc, moi, je crois que le gouvernement n'a pas fait assez jusqu'ici pour arrêter cette dérive. Il faut attaquer le mal par la racine et non uniquement par les ramifications. Le boycott de la rentrée, c'est une ramification du problème. Le problème est de fond. Il y a un mécontentement populaire. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la défense populaire. Bon, vous savez, la défense populaire, ça traduit souvent la carence de la défense étatique. Quand les gens sont obligés, quand le peuple est obligé de se défendre, ça veut dire que celui qui est chargé d'assurer sa défense n'a pas fait l'essentiel. Et je pense que l'État n'a pas fait le nécessaire jusqu'ici. Justement, après votre réaction, honorable Marlys Doualabel, pourquoi est-ce qu'il paraît difficile pour le gouvernement d'emprunter et d'ouvrir cette voie de la réconciliation, de la justice, de la paix? C'est une voie que prônent les évêques du Cameroun, les acteurs de la société civile et plusieurs hommes politiques.
Bien, je vais commencer par répondre à mon ami honorable Fopoussi pour lui dire que je ne sais pas ce qu'ils ont promis à ces gens-là, aux sécessionnistes. Parce que moi, quand j'analyse la situation, le SDF est plutôt avec nous. C'est-à-dire que le SDF n'est pas pour la sécession. Et le SDF n'est pas pour la lutte armée. Mais quand ils prennent la parole, leur verbe est tellement nuancé qu'on a l'impression qu'ils veulent caresser les sécessionnistes dans le sens... Les anglophones ne sont pas tous des sécessionnistes, mais honorables. c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout un peuple. Mais je dis que quand on parle de ces choses graves-là... Est-ce que vous les connaissez, les sécessionnistes? Personne ne les connaît. Je dis que quand vous prenez la parole, votre verbe est tellement nuancé qu'on a l'impression que vous tenez à caresser les sécessionnistes dans le sens du poil. Je pense qu'il faut leur dire qu'ils portent la responsabilité de la destruction de tout un pays. Mais dites-le-leur, c'est vous qui gouvernez. Attendez, vous êtes leurs amis, vous les voyez matin, midi et soir. Nous sommes les amis de tous les Camerounais qui souffrent, madame. Ça y paraît pas. Hein. Nous sommes les amis de tous les Camerounais qui souffrent de votre politique. Merci. Pas simplement des sécessionnistes. Je vous en prie, permettez que je recentre ce débat. Oui. Cameroun Tribune a donné la parole à plusieurs acteurs politiques qui se sont exprimés après avoir condamné ces actes de violence perpétrés contre des enfants. Ils ont tous évoqué la nécessité pour le gouvernement de prendre sa responsabilité afin de garantir le droit à l'éducation de ces enfants. Et vous avez suivi tout à l'heure les analyses de bâtonnier Tchongan et de l'honorable Fopoussi qui estiment qu'il faudrait aller bien plus loin que les mesures de sécurité prises jusqu'ici. Alors, honorable, que fait le gouvernement pour pouvoir résoudre cette crise au-delà des mesures sécuritaires? Je pense que le gouvernement ne peut pas ne pas réfléchir à autre chose. Il y a deux étapes. Il y a une étape qui est une étape, comment on dit ça en français, concrète. C'est-à-dire aujourd'hui, les sécessionnistes attaquent, ben, il faut bien une réponse. Donc, au jour le jour, le gouvernement est interpellé pour répondre à ces agressions des sécessionnistes. Mais maintenant, il est clair que en back-office, les officines du gouvernement réfléchissent comme vous et moi parce que moi, vous le savez, j'ai pris part à plusieurs forums de discussion et vous savez que, par exemple, j'étais pour le congrès proposé par le cardinal Toumi. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui ont des informations plus pointues que les miennes et qui ont estimé que la tenue de cette rencontre comportait des risques et raison pour laquelle on l'aurait arrêté. Mais je pense que effectivement, nous allons passer par le dialogue. Nous allons passer par la discussion. Mais il faut qu'il soit d'abord établi que les agresseurs ne peuvent pas penser qu'ils vont plier le gouvernement par des actes d'agression. Ils seront agressés en retour. Donc eux-mêmes aussi doivent inviter le gouvernement à négocier. Eux-mêmes qui ont mis tout un peuple en grande difficulté. Moi, je ne sais pas. Les gens disaient souvent, oh oui, nous préférons encore la guerre à ce que le RDPC dit que nous sommes en paix. Mais quelle est cette paix-là? Ce n'est pas une paix. Aujourd'hui, je suis sûr que les gens du sud-ouest et du nord-ouest savent ce que c'est que la paix. Et ils savent ce que c'est que la guerre. Ça fait 2 ans que cette crise anglophone perdure. Pierre Alaka, les conséquences sociales et économiques sont assez importantes, notamment dans le secteur de l'éducation, avec cette pression exercée sur les écoles et lycées bilingues dans la région du littoral et dans la région de l'Ouest. Mais bien entendu, vous savez, la paix est au centre même du développement, et du développement non seulement économique, mais également social. Et lorsque la paix a des soubresauts, fatalement, il y a beaucoup de choses qui prennent un coup. Le premier coup, c'est sur le plan fiscal naturellement. Sur le plan économique, ces deux régions ne rapportent plus rien à l'économie du pays, aux finances publiques de notre pays, ou presque rien. Et deuxièmement, au niveau scolaire, des villes comme Douala et Yaoundé, et les villes avoisinantes, Konsamba et autres, vont connaître un sureffectif et qui va, sur le plan social, entraîner des problèmes de logement, de problèmes d'équilibre familial, parce que les familles seront amenées à recevoir une population plus importante qu'elles n'attendaient pas au départ. Et donc, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'il faut absolument y réfléchir. Certes, beaucoup
propositions de gestion de ce conflit, entre guillemets, ont été jusqu'ici abordées, mais tout en étant d'accord qu'il faut avoir une bras de fer dans un gant de velours, je pourrais aussi dire qu'on pourrait privilégier le gant de velours. Et pour quelle raison? Et vous pensez qu'à ce moment-ci, il faut le pour privilégier? deux raisons. Diminuer le taux de mortalité brutale. Ce sont des Camerounais qui meurent de part et d'autre. Et deuxième raison, retrouver la paix, la sérénité dans tout le pays pour que le développement et les gens du RDPC atteignent leur émergence en 2035. Avec vous. Sinon, ça va être difficile. Donc, vous comprenez que quand vous empêchez à un peuple, à un moment donné de son histoire, d'accéder à l'éducation, ce peuple ou cette portion de peuple prend un retard par rapport à leur formation et par rapport donc aux services qu'ils auraient à rendre demain à tout le pays. Regardez par exemple lorsqu'on a connu cette crise économique qui nous a amené à arrêter les recrutements. Il y a une génération énorme de Camerounais qui n'ont pas trouvé du travail. Aujourd'hui, on va arriver à la même situation parce qu'il y a une génération de Camerounais qui ne se seraient pas formés ou bien formés, et horizon peut-être 10-15 ans lorsqu'ils pourraient être rentables sur le plan économique, administratif et autres, beaucoup en seront exclus. Ce n'est pas bien pour l'équilibre régional dont on parle, ce n'est pas bien même pour la sérénité de la vie en société, ce n'est pas bien de part et d'autre. Et c'est pour cela que ce qui, pour moi, crée ces situations et qu'on appelle ambazonien personne, je ne crois pas qu'il y ait un seul Camerounais normal qui accepte la sécession. Il faut d'abord qu'on s'entende là-dessus. Je ne crois pas. Si tel est le cas, ces gens, je crois que le pouvoir a les moyens de les identifier, je suis sûr. Le pouvoir a les moyens de les retrouver, de les mettre hors d'état de nuire, et maintenant de poser le problème sur la table. Qu'est-ce que nous faisons maintenant pour qu'on n'ait plus de sécessionnistes? Justement, Edmond Kamgia, la presse analyse depuis les voies de sortie de cette crise. Plusieurs propositions sont faites depuis 2 ans. La Nouvelle Expression et d'autres tabloïds ont relayé les prises de position à la fois du clergé catholique, mais aussi de la société civile pour sortir de la crise. Mais le constat sur le terrain, c'est que la situation ne cesse de s'aggraver. Que faut-il faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre en compte toutes les propositions de sortie de crise des membres de la société civile, des partis politiques et même des personnalités indépendantes. Quand je pense à ces propositions de sortie de crise, je commencerai par celle de l'Église catholique, du cardinal Toumi, associée à celle des confrères religieux musulmans et protestants, dont le délai a été repoussé. Parce qu'initialement, rappelez-vous, la General Anglophone Conference devrait se dérouler fin août, mais ça a été reporté au mois de novembre, les 21 et 22 novembre. S'il était possible que dans le cadre d'une rencontre qui peut précéder cette conférence générale anglophone, que le gouvernement et que ces prélats se retrouvent quelque part, même si c'est possible de tenir cette rencontre avant l'élection présidentielle pour éviter ces morts des régions du nord-ouest et du sud-ouest, je pense que ce serait une bonne chose. Ça, c'est d'un. De deux, il faut dire que depuis le début de cette crise, il y a une chose à laquelle tout le monde a pensé. Mais chaque fois que la question a été abordée, il n'y a pas eu de réponse à cela. Pourtant, c'est une proposition symbolique forte. La présence du chef de l'État dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment dans les chefs-lieux. Ça fait 2 ans que tout le monde en parle, mais il n'y a pas de réaction du gouvernement sur cette proposition-là. Elle est symbolique, elle est forte. Que le chef de l'État descende à Bamenda et à Boya, parle à cette population-là, après pratiquement 2 ans. Parce que mieux vaut tard, comme jamais, on l'a toujours dit. Enfin, il me semble que l'une des propositions de sortie de crise consiste enfin au Parlement d'ouvrir ce débat. Il faudrait que l'Assemblée nationale et le Sénat portent ce débat dans l'ordre du jour. Le SDF a essayé récemment, dans l'une des dernières sessions, d'aborder cette question. On a vu tout ce que cela a engrangé. Il y a eu du tohu-bohu. Ça n'a pas fait l'unanimité
au sein du Parlement, même si certains membres, il faut le dire, certains députés du RDPC étaient d'accord pour ce débat-là, mais malheureusement, ça a été repoussé, comme la plupart des propositions de loi qui sont faites par les députés de l'opposition, rejetées. Donc, il me semble, je termine par ce point, que il faut que le débat soit porté là où ça doit être porté. Parce que le Parlement, c'est là où on pose les questions nationales. Si tant est qu'ils ont encore une certaine légitimité pour parler au nom de la nation, au nom du peuple camerounais. En attendant, les parlementaires, ce sont des voix féminines qui se sont élevées ces dernières semaines pour appeler à la paix. Et vous l'avez souligné, bâtonnier Charles Tchongan, maintenant que le Cameroun se dirige vers une élection présidentielle importante, il y a d'abord cette date du 1er octobre, qui est une date qui hante l'esprit des pouvoirs publics. Il y a également la poursuite de l'année scolaire avec ce mois de septembre où des attaques continuent d'être enregistrées dans quelques localités. Que faut-il faire pour régler ce problème de façon définitive? D'abord, il faut d'abord éviter de transformer les populations et les élèves en victimes ou en complices des sécessionnistes. Voyez-vous, quand les paysans ont commencé à fuir leur village et leur ville pour aller en brousse se cacher, parce que quand ils ont vu les troupes arriver, ils ont eu certainement des souvenirs. N'est-ce pas? Je voulais, de ce point de vue, rappeler, pour ceux qui sont de ma génération, que nous avons vécu la période du maquis, et que nous voyions les balles qui rentraient dans nos chambres, nous dormions sous les lits. Et je pose la question aujourd'hui, parce que j'entends les gens dire, des hauts responsables, des membres du gouvernement dire, il faut que les parents envoient leurs enfants à l'école. Quel est le parent responsable qui va prendre son enfant pour l'amener dans une école lorsqu'il a appris que hier, ceux qui ont été, il y a 7 élèves qui ont été enlevés, qu'il y a un censeur dont la main a été coupée, apparemment il est décédé hier, et qu'il y a des responsables d'établissements qui ont été enlevés, qu'il y a un chef traditionnel, il paraît que le chef traditionnel de la région du Premier ministre ou de l'ex-Premier ministre a été enlevé. Quel est le parent responsable qui pourrait amener son enfant à l'école dans ces conditions-là? Moi, je voulais rappeler ici que mon père était enseignant, mon père était directeur d'école. Et chaque matin, il se posait la question, est-ce qu'on doit y aller ou pas? Quand la guerre civile s'implante, les premières victimes, c'est la société civile. Ce sont ceux qui ne sont pas dans les enjeux de pouvoir. Donc, par voie de conséquent, je ne comprends pas ces appels à aller à l'école. Je ne comprends pas ces appels-là dans cette période de guerre. Le fait de ne pas envoyer son enfant à l'école n'est pas nécessairement un acte de complicité avec les sécessionnistes. Rétablissons la paix et ils diront. Maintenant, vous me posez la question sur les solutions, notamment par rapport aux femmes qui ont défilé. J'ai déjà dit ma pensée. Je pense que cet appel de nos sœurs et de nos mères est un appel de la maternité vers ceux qui donnent la vie, qui vous disent que nous avons donné la vie, pas pour que vous fassiez la guerre, c'est pour que vous fassiez la paix. C'est comme ça que j'entends ce message. Sur les solutions, moi je pense que toutes les solutions qui ont été proposées, je dis, y compris celle du candidat Toumi et autres, c'est fini ça, c'est écumé. Ça ne peut plus apporter une solution à cette crise-là. Moi je pense qu'il faut un électrochoc extrêmement puissant pour que, n'est-ce pas, cette crise soit résolue. Je vois ça dans quoi? Je vois ça dans la convocation, n'est-ce pas, d'une session extraordinaire du Parlement en congrès, pour débattre de cette affaire. D'abord, et parce que vous savez, ce congrès-là, il n'est pas nécessairement fait pour modifier la Constitution à des fins particulières. Le congrès, c'est quand même le respectant la légitimité populaire de la République. Même s'il y a des débats sur la légitimité des uns et des autres, je pense que dans le cas du renforcement, n'est-ce pas, des prérogatives du Parlement, un débat à ce niveau peut être fait. Vous avez vu, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, sur la question du livre. Vous avez vu un soulèvement national, populaire, de part et d'autre. C'est à cela qu'appelle la crise anglophone. Moi, j'attends que les Camerounais, d'où qu'ils viennent, de quel bord qu'ils soient, qui se soulèvent comme pour cette affaire, on y reviendra tout à l'heure, pour exiger la paix. Il faut que la société camerounaise exige aux politiques la paix. Si nous voulons laisser cette affaire entre les mains des politiques, nous n'aurons pas la paix. Parce que vous avez des groupes et d'intérêts qui s'organisent pour éviter la paix. L'honorable a dit tout à l'heure qu'elle participe à des groupes où on cherche des solutions pour la paix et qu'elle-même, elle a été un peu surprise que l'initiative du candidat Toumi ait été votée en touche par des gens de son propre camp. Et ça, nous sommes tous également surpris par le fait qu'on a comme le sentiment qu'il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Il y a des gens qui veulent ignorer ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais quel serait l'intérêt de ce genre de personnalité qui n'œuvre pas pour la résolution pacifique de cette crise? Voyez-vous, j'ai suivi l'autre jour M. Garga à la télévision dire des choses qui m'ont effrayé.
M. Gaga a dit que le président de la République serait en otage par des groupes d'intérêt qui l'obligeraient, n'est-ce pas, à faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire. Quand on entend des hautes personnalités de la République comme Gaga dire cela, il y a lieu quand même de s'interroger. C'est pour ça que j'en appelle, et je crois que c'est la seule solution. Il faut que nous obligions les politiques à imposer la paix dans le nord-ouest et le sud-est. Et pour ce faire, il faut que les Camerounais, partout où ils soient, qu'ils soient du nord, du sud ou de l'est, qu'ils demandent aux politiques de régler cette affaire. Et je crois qu'un sursaut comme celui que j'ai vu, encore que les intentions n'étaient pas très claires, on va débattre de cette question du livre. Justement. Mais si un mouvement national aussi non identifiable en termes d'intérêt personnel se lève, je crois que les politiques vont réagir. Alors, il y a cette escalade de violences meurtrières observée dans les régions anglophones qui n'a pas éludé une autre préoccupation majeure de la communauté éducative. Vous l'avez souligné, Batoni Tchongan, le débat s'est enflammé autour d'un livre de sciences et un cours controversé sur la santé de reproduction enseigné aux élèves de la classe de 5e au Cameroun. Edmond Kamgia, la presse en a fait écho particulièrement. Qu'est-ce qui choque le Camerounais dans ce livre de sciences pour les enfants en classe de 5e? Et il faut le dire, la nouvelle expression, le jour, mutation, pratiquement tous les journaux, tous les quotidiens, et même les hebdomadaires, bi-hebdomadaires, tri-hebdomadaires, relayés par l'audiovisuel, la radio, la télévision, privés comme publics, ont abordé cette question, chacun en tenant compte de sa ligne éditoriale. Mais d'une manière générale, on sent de part et d'autre, dans la presse écrite, dans les médias que nous avons pu parcourir, que les Camerounais se sont globalement révoltés contre la manière dont l'ouvrage présente la question de la sexualité aux élèves de la classe de 5e. Ce que je peux dire sur ce point précis, par rapport à ce que j'ai lu et par rapport à notre conviction personnelle en tant qu'enseignant, et par ailleurs, c'est que on note dans ce livre de la classe de 5e le souci pédagogique de ceux qui veulent s'arrimer au programme prévu en la matière d'éduquer, d'informer les élèves sur les déviances qui existent dans la société. Mais le problème, c'est au niveau de la manière dont l'ouvrage présente les déviances. Le problème également, c'est au niveau dont ces déviances sont illustrées. Parce qu'il y a le texte, il y a les illustrations. Et pour les élèves de 5e, il faut le dire, en temps normal, les élèves de 5e, c'est entre 10 et 12 ans. Et avec la précocité aujourd'hui, avec des enfants qui arrivent même, qui sortent les classes, parfois ils arrivent à moins de 10 ans en classe de 5e. Nous, à notre époque, la biologie humaine, on l'a étudiée en classe de 3e, nous, à notre époque. Et là, on a des questions qui vont au-delà même de la biologie humaine ordinaire. Ce sont les déviances. Et il me semble que pour cet âge-là, parce que le problème n'est pas de dire que ces enseignements ne doivent pas être dispensés. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas que ça ne doit pas être dispensé. C'est la manière dont on doit présenter cet enseignement et à quelle catégorie d'enfants. Justement, honorable Marlys Doualabel, est-ce que vous êtes favorable à ce que vos petits-enfants soient édifiés sur ces pratiques sexuelles déviantes telles que déclinées dans ce livre de sciences? Permettez-moi de revenir sur les problèmes de migration scolaire. Moi, je pense qu'il faut encourager la migration pour permettre au maximum d'enfants possibles du nord-ouest et du sud-ouest de continuer leur éducation. Seulement, ça a une implication financière. Bâtir rapidement des salles de classe d'appoint, même si c'est un matériau provisoire, et recruter du personnel pour que leur migration ne crée pas un problème à ceux qui sont j'allais dire, qui ont déjà d'autres types de problèmes. Le sureffectif, par exemple, a des conséquences sur la capacité d'apprentissage des enfants. Ça ne sert à rien de les récupérer alors que finalement, on ne leur donnera pas une véritable éducation. Donc je me dis, 1, encourager qu'on reçoive tous ces enfants. 2, rapidement mettre en place des structures pour qu'ils puissent suivre des programmes de manière correcte. Maintenant, concernant l'ouvrage dont il est question, l'ouvrage querellé, je suis concerné à plusieurs titres. D'abord comme président du conseil d'établissement, et je veux préciser de JOS,
comme membre du Parlement et membre de la commission éducation. Troisièmement, comme parent. Et je peux vous dire, non, j'allais oublier quatrièmement comme psychologue. Je peux vous dire que, en fait, le problème, il ne faut pas l'éluder, les enfants ont une sexualité. Les enfants ont, c'est-à-dire c'est une question de développement. Ça passe d'un stade à un autre. Si par exemple on va dans l'école freudienne, on va vous dire que le bébé de 0 à 2 ans est dans le stade oral. C'est-à-dire que son principal plaisir se passe par la bouche. Donc, le sein de la maman ne sert pas qu'à prendre du lait, mais des fois, il prend le sein parce que c'est confortable, ça le réchauffe, ça, en fait, il est confortable là-dedans. Ensuite, de 2 à 4 ans, le stade anal. Ensuite, le stade phallique, où il réalise pour le petit garçon qu'il a ce qu'on appelle communiquement un zizi et qu'il veut montrer à tout le monde. Tout ça existe. Maintenant, ce n'est pas parce que ça existe que nous devons comparer cette sexualité à la nôtre. Maintenant, quand on arrive à l'âge de 10, 12, 13 ans, nous sommes chez les préados. Et les préadolescents sont dans une tumulte que nous-mêmes, les parents, nous avons du mal à tenir. Ils sont perturbés parce que dans les classes de primaire, ils étaient les plus grands, dont ils bombaient le torse. Quand ils arrivent au collège, ils sont les plus petits et il faut donc qu'ils se trouvent une personnalité. Ils sont en train de devenir pubères, leur corps change et ils découvrent leur corps qui est en train de changer avec un éveil qui existe. Tout ça pour dire que, tout comme pour la nutrition, tout comme pour la locomotion, c'est-à-dire la marche, l'enfant passe la motricité, l'enfant passe d'un stade à un autre. Et il faut laisser l'enfant faire ces étapes-là. La sexualité vue par l'adulte n'est pas la sexualité de l'enfant. Et ce type de sexualité qui est enseigné, ces enseignements et justement, sur la pratique sexuelle déviante là. Je veux chuter pour dire que si la précaution c'était de prévenir nos enfants par rapport à tous les risques déviants qui existent dans notre société actuellement, c'était une bonne idée. Mais je pense que tout le monde est aussi unanime que ce n'était pas le bon âge, que ce n'était pas le bon moment, ce ne sont même pas les bons mots. J'allais dire, c'est d'une... c'est difficile. Sur ces textes, sur ces images. Ce qui pose problème, les descriptions posent problème. La présentation même de ces déviances, parce qu'une déviance comme la zoophilie, je veux dire qu'elle est tellement particulière que l'annoncer déjà aux enfants en classe de 5e, au Cameroun. Mais tout le monde sait que la zoophilie existe. Tout le monde sait que les petits bergers et tout ça ont fait ce qu'il y a fait. Mais ça reste dans le domaine du pudique, du protégé, ça ne peut pas devenir, j'allais dire, une information publique, etc. Maintenant, nous les parents, parce que l'enfant, quand il devient, donc, excusez-moi d'être un peu long, quand il est préado, il se détache des parents. Il commence à vivre dans des groupes et à exister dans des groupes. Il commence à vivre dans la rue. Et nous ne sommes plus les seuls éducateurs, encore que certains d'entre nous ont abandonné leur rôle d'éducateur. Donc, ils prennent beaucoup dehors. C'est pour justifier pourquoi les responsables des programmes ont pensé que prévenir les enfants que cela existe pourrait les protéger. Mais la façon de procéder ne nous convainc pas. Évariste Faux-Poussi, sur ce livre de science, ces enseignements de pratiques sexuelles déviantes, objectif initial, mettre en garde les enfants face à ces multiples dérives observées dans la société. Que pensez-vous de la manière, de la description qui est faite de ce module dans le cours concernant la santé de reproduction? Ça traduit le degré de dépravation, le décalage qu'il y a entre notre vie au Cameroun et notre système éducatif. L'éducation doit être complètement réformée en tenant compte, d'une part, de l'évolution du monde, ça on ne peut pas l'ignorer, mais surtout en tenant compte de notre contexte à nous, de nos valeurs à nous. Il faut d'abord savoir quelles valeurs nous voulons promouvoir. Les valeurs que nous avons une morale au Cameroun, une morale à
camerounais, nous avons une morale africaine, nous avons notre vision qui se reflète même dans notre législation. Nous n'inventons pas. Donc, moi, je crois que il ne faut pas simplement prendre ce livre de science. Si vous allez dans tous les livres au programme, vous trouverez des inepties de cette nature. Prenez les livres d'histoire. Dans un livre d'histoire, là, il y a déjà la campagne du candidat on en parlera. Non, c'est pour vous dire que... Non, je le dis. C'est pour vous dire que tout est déphasé. Il faut une réforme totale de l'éducation chez nous. D'abord en réappropriant nos valeurs, en promouvant nos valeurs, morales et scientifiques, et ensuite en tenant compte de la situation économique et sociale du Cameroun. Il faut que le système éducatif réponde à nos besoins, à nous, pas aux besoins de l'Occident, pas aux besoins de gens qui sont déjà au niveau du JAR. Nous ne sommes pas encore au niveau du JAR au Cameroun. Alors, on est encore au niveau de l'homme et de la femme. Mais eux, ils sont au niveau du JAR. De mondialisation culturelle avec l'accès pour les jeunes de ces informations concernant... Oui, mais c'est pour ça que je chute en disant que le combat, le vrai combat qu'on doit mener, et on retrouve même le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut une nouvelle vision des choses. Et cette nouvelle vision des choses, mettre à parler tout à l'heure du peuple qui doit parler, moi je ne pense pas, on n'est pas encore au niveau du soulèvement populaire, mais le peuple, le 7 octobre, justement, le gouvernement a pris sur lui une arme d'apporter des réformes au niveau des cours destinés aux élèves de la classe de CP. On en parlera, je vous en prie. Évariste Fopoussi, permettez qu'on évolue dans cette émission. Pour une nouvelle éducation. Pierre Alaka, sur la question de ces enseignements de pratiques sexuelles déviantes qui visent à sensibiliser à première vue les jeunes élèves sur l'existence de ces pratiques, les pouvoirs publics estiment que c'est l'approche par compétence, qu'il faut d'abord identifier ces comportements déviants dans un premier temps et ensuite interpeller les enfants sur les dangers auxquels ils sont exposés. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je crois qu'avant qu'on ne commence à discuter de cette question, il y a eu une unanimité sur ce plateau qui tendait à penser que ce sujet-là, il y a eu un lever de bouclier national. Simplement parce que il y a des questions qui relèvent de l'éducation familiale et qui atteignent l'éducation nationale à un certain âge. Et la sexualité fait partie de ces questions-là. Et vous vous rendez compte, une jeune fille qui ne connaît rien à un moment donné, sa mère se rend compte que, attention, il y a quelque chose. À partir de maintenant, tu deviens une femme, voilà comment tu vas te comporter à partir de telle période du mois. Ça commence à la maison. Maintenant, on voudrait que ça commence à l'école et en 5e. Qu'on parte de l'éducation familiale à l'éducation nationale sans transition. Admettons. Et qu'il s'agit ici de l'éducation à la procréation. Mais moi, je crois que de tout temps, dans la formation de l'homme, on pose la règle avant les exceptions à la règle. Même à l'école, dans une dissertation, on nous dit, vous faites d'abord la thèse, avant l'antithèse. Le principe avant les exceptions au principe. Mais ici, nous sommes dans une situation où on nous présente l'antithèse sans qu'on sache quelle est l'étendue de la thèse. On nous présente les exceptions à la règle sans qu'on nous dise quelle est la règle. Moi, je crois que... Quels sont les risques lorsqu'on effectue une telle démarche? Les risques, c'est que ces enfants-là, dans 10 ans, ils vont être majeurs et ils ne vont plus considérer ces comportements comme des comportements criminels, mais ils vont considérer ces comportements avec un mot si gentil, la déviance. Oh, mon camarade est déviant. Mais non. On banalise la chose. Voilà le but recherché. Et c'est ça qui est inacceptable. C'est cela qui est inacceptable dans la mesure où
Vous ne pouvez pas éduquer un enfant. Vous dites à l'enfant, ne touchez pas au feu, et vous commencez par lui dire, voici le feu, touchez-le, on le touche comme ça, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous vous attendez? Et de surcroît, les enfants aujourd'hui, ils sont très intelligents et ils savent imiter. Nous sommes adultes. Nous nous comportons, nous, comme si nous n'avons pas fait la classe de 5e. Ces enfants-là, nous avons été enfants comme ces enfants-là aujourd'hui. Au nom de quoi nous voulons légiférer à leur place? Qui a légiféré à notre place à cette époque? Vous allez peut-être me dire, oui, ça a changé, il y a Internet. Oui, ça a changé avec ces enfants. Ils savent qu'il y a Internet. Laissons les enfants grandir, présentons-leur les outils de la procréation tels que Dieu les a créés et disons-leur tout ce qui n'est pas, qui ne rentre pas dans ce cadre, eh bien, c'est de la criminalité. Justement, une levée de bouclier quand même qui suscite des interrogations sur la conception et l'élaboration des programmes scolaires. Est-ce que la communauté éducative, est-ce que les parents sont souvent pris en compte dans les réformes éducatives qui sont menées au Cameroun? Quelle est votre analyse à ce sujet? Écoutez, monsieur Nofele, pas suffisamment pour répondre rapidement à votre question, mais je vais revenir sur le débat. Et je vais regretter d'être le seul ici à dire que c'est une tempête dans un verre d'eau. Il faut faire attention. Faut que nous fassions extrêmement attention à cette hypocrisie que je vois se développer sur les réseaux sociaux, où des gens qui ont des pratiques sociales très curieuses, je les vois sur les réseaux sociaux développer des thèses très conservatrices et tout d'un coup découvrir qu'il y a une culture africaine. Je me souviens que lorsque je venais ici en tenue traditionnelle, ça a surpris beaucoup de monde. Je vois que désormais, c'est un peu la règle un peu partout sur les plateaux. J'indique tout simplement. Je ne veux pas reprendre la thèse freudienne, qui est une thèse qui démontre de manière extrêmement claire que la sexualité ne démarre pas à 16 ans. Il faut faire attention. C'est dès, n'est-ce pas, la conception. Hein, c'est dès la conception. Donc, il faut faire attention. Voyez-vous, alors Kakashi, moi, ce sein que je ne saurais voir. J'ai dit à un ami très religieux, qui m'invoquait, n'est-ce pas, Saint André, Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie. J'ai noté qu'il n'invoque que des concepts religieux exogènes. C'est un peu comme quand nous étions enfants, on nous disait, attention, si vous mangez les œufs, les ancêtres vont s'abattre sur vous et vous jeter un mauvais sort. C'est un peu ça, quoi. Donc là, il faut enseigner, vous estimez qu'il faut maintenir. Je dis, monsieur Nofele, la plupart des gens qui, n'est-ce pas, crient sous le baudet, n'ont pas lu cet ouvrage. Et je vous dis que ces ouvrages et ces enseignements sont enseignés depuis 4 ans dans les 5e de la République et que ces ouvrages existent. Et j'indique que pourquoi se fait-il que la question, que ce soit maintenant que ça crée un tollé, parce que quelqu'un a lu, je crois, quelqu'un a dû lire, et puis a déclenché un mouvement, et les gens réagissent sans avoir lu l'ouvrage. J'indique que la question de la sexualité est une question qui interpelle les sociétés au monde. C'est l'approche et la manière de la présenter qui pose problème. Vous comprenez? Donc dire qu'on ne va pas enseigner la sexualité aux enfants, oui, mais attention, quand vous enseignez un phénomène, vous devez enseigner les travers. Et quand vous enseignez les travers, vous n'allez pas vous cacher derrière... je voulais terminer. Vous avez pris largement du temps et vous êtes... Je vous en prie, sur ce plateau à avoir cette thèse. Moi, je dis clairement qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, allez à Ndokoti, là. Ndokoti, vous allez voir comment les boutiques humaines, moi j'appelle ça des boutiques humaines, qui se baladent avec des sacs à gauche, ils vous vendent des films déviants à qui peut débourser 500 francs. Notre société est polluée par ces déviances morales. C'est la décadence morale de notre pays qui provoque les déstructurations que nous observons. Même la crise anglophone est la conséquence de cette décadence morale. Dans notre processus de réarmement moral, nous devons avoir le courage, n'est-ce pas, de dire ce qui est bien à nos enfants, également de leur dire ce qui est mauvais. Vous trouvez normal qu'un enfant de 10 ans, on l'appelle surdoué, fabrique des drones, fabrique des ordinateurs, parce qu'il est surdoué. Mais vous trouvez qu'il n'a pas l'âge, n'est-ce pas, de connaître ce qu'il est, n'est-ce pas, sur le plan biologique. Ça questionne, mais si vous m'interrompez, allez-y. Ça questionne et, n'est-ce pas, ça interroge. Regardez notre monde tel qu'il est. Tous les débats que nous avons aujourd'hui autour de la pédophilie, notamment en ce qui concerne les églises, on m'est interpellé sur cette question aujourd'hui. Ouais. Sur le fait qu'on a utilisé nos internats
nos séminaires pour assujettir sexuellement et de manière déviante, n'est-ce pas, les enfants, y compris au Cameroun. Je dis y compris dans ce pays qui s'appelle le Cameroun. Au moment où les gens s'interrogent, monsieur Noufele, notre code pénal date de quand, 54. Vous avez un article qui porte sur l'homosexualité, qui dit que l'homosexualité est proscrite. Oui. Ce n'est pas un interdit légal et réglementaire? Si. Si. Est-ce qu'il y a débat sur ça? L'on considère que, par principe, c'est interdit. Est-ce qu'il y a débat sur ça? Dire aux enfants que c'est interdit, voilà qui devient un crime. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. J'ai vu comment le débat sur l'éducation sexuelle des enfants s'est déplacé progressivement dans les réseaux sociaux vers la question du genre. Vers la question du genre. Parce qu'en réalité, c'est ce débat-là qui pose problème. Justement, permettez justement à l'Organisation mondiale, je termine. Non, non, non. Je termine. Je termine, monsieur Fokossé. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Non, mais il faut donner une vision. Il faut avoir une Je ne suis pas candidat à l'élection. Bâtonnier, je vous en prie, en 5 secondes. Nous avons notre morale à nous. Non, permettez que je termine. Oui, non, mais atterrez. Parce que c'est vous qui conduisez le débat Je vous en maintenant. prie. impose une vision que nous ne pourrons pas Évariste Poposi, permettez au bâtonnier Tchongan de s'exprimer. Si tout le monde était d'accord. Bâtonnier, je vous en prie. ne serez Allez-y pas pour permettre aux Vas-y, autres également vas-y, de Si tout le monde était d'accord, vous ne serez pas dans la position. Allez-y, Je vous en maître. prie. Allez-y. Moi, je veux. Mais atterrissez. Vous voyez comment Allez-y, maître. on perturbe les uns les autres. Je vous en prie. J'ai indiqué que nous en sommes aujourd'hui à débattre du genre. Et je voulais prendre un exemple pour montrer comment nous vivons en pleine contradiction. L'Organisation mondiale de la santé a des financements, n'est-ce pas, pour apporter aux victimes du VIH, qu'il s'agisse d'hétérosexuels ou d'homosexuels dans nos pays. Le Cameroun a manqué plusieurs fois de signer cet accord de financement gratuit parce que dans le cadre de ces conventions, il était indiqué que ces financements concernent également les LGBT. Plusieurs fois on a refusé, parce que c'était en contradiction avec notre code pénal notamment. Mais finalement, nous avons fini par signer. Justement. Donc, c'est pour dire quoi? Je C'est vous pour en dire que prie. cette hypocrisie que Voilà. nous développons politiquement Permettez pour de déranger les gens, il faut que ça cesse. Sur cette question, vous avez suivi les exceptions que soulève le bâtonnier Charles Tongan qui estime que, compte tenu du contexte dans lequel la société camerounaise a évolué, il est important de pouvoir enseigner à ces enfants de 10 ans, 12 ans, parfois de 9 ans, ces pratiques sexuelles déviantes, afin de leur permettre de disposer des outils pour pouvoir éviter cela quand ils deviendront plus grands. Est-ce que vous suivez cette ligne? En fait, Maître nous a dit qu'il n'a pas lu ce manuel. Non, j'ai dit que beaucoup de ceux Beaucoup qui de n'ont gens. pas lu. Parce Moi, j'ai que lu. quand vous lisez les descriptions, est-ce Moi, j'ai que lu. pour dire à un enfant de faire attention parce qu'il y a des adultes qui peuvent abuser d'eux, vous avez besoin de décrire comment on donne du plaisir à un sexe féminin avec sa langue et tout, et tout. Vous avez besoin de dire ça à votre enfant de 10 ans ou de 11 ans? Non. Moi, je suis d'accord. Il fallait qu'elle vous trompe dans la chambre. Je vous en prie, permettez. Je pense que ces enfants méritent d'être protégés. Ils sont déjà suffisamment agressés par tout ce qui se passe. Que faut-il faire maintenant? Que ce livre-là, depuis 4 ans, il a souligné non, que de parents ce livre n'est pas avaient- là depuis 4 ans. Ce qui a été dit, c'est que le chapitre sur l'éducation sexuelle et la reproduction existe depuis tout temps. Oui, oui. Non, pas de tout temps. Depuis 4 ans, Depuis vous avez 4 des ans. ouvrages Mais qui maintenant- décrivent les mêmes phénomènes dans les mêmes formules que ceux de ce livre Non, je unique ne crois que pas vous que- décriez. je La ne- différence c'est quoi, honorable? La différence c'est que depuis 2 ans, l'éducation nationale a décidé, pour éviter que les enfants n'aient 10-20 livres pour aller à l'école, de choisir le principe du livre unique par matière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Et que dans ce secteur-là, on a choisi ce livre, mais il existe depuis 4 ans. C'est dans les programmes depuis 4 ans. C'est pas la... C'est pas... Alors, aujourd'hui que ce problème se pose Aujourd'hui, oui, et oui. qu'il y a un tollé national, que faut-il faire? Très sincèrement, je pense que il faudrait retirer ce livre, enfin ce chapitre, Ce chapitre. le reporter à un âge où la maturité de l'enfant Tout à fait. lui permettra de mieux profiter de cette mise en garde et de toute cette connaissance. Contrairement à ce que Maître pense, nous ne sommes pas en désaccord avec lui.
Le monde a changé. Nos enfants ont accès à plein d'informations que nous ne contrôlons pas. Donc, c'est important qu'ils soient briefés, préparés. Sauf que c'est comme si vous voulez donner un macabo à un enfant qui n'a pas de dents. Ouais. Vous allez lui faire le tarot ou bien le béquan. Il va manger toujours du macabo, mais il va mieux... c'est la forme du macabo c'est la forme du macabo qui et importe. cette forme est importante parce que dans la communication, une communication peut agresser, une communication peut blesser, une communication peut réparer. Et pourtant, le message de fond peut être le même. Honorable, je vais poser une question. Je vous en prie. Entre le fait, je m'excuse, parce que nous entrons dans des questions principielles par rapport auxquelles il faut que le débat aille au fond. Entre le fait que pour la construction d'une route, on détourne 60% du crédit mis pour cette route. Et l'enseignement, n'est-ce pas, des pratiques sexuelles à un enfant. Quelle est la plus grave agression portée à la nation? Celle de l'enfant. Celle qui touche l'éducation. Celle de l'enfant. C'est parce que, en fait, souvent, c'est celle qui touche l'éducation. On peut tout voler. Laissez-moi chuter. Permettez à Marie Zourabel de s'exprimer. L'enfant, notre enfant est le socle sur lequel le développement va se bâtir. Et pour cette raison-là, nous avons besoin... Honorable Marlise à la parole. Évariste Poussi, honorable Marlise Zourabel à la parole. Nous avons besoin d'un capital humain de bonne qualité. Et il faut qu'on en prenne soin. Et c'est la raison pour laquelle je vais donc vous répondre pour dire qu'il n'est pas normal que nous passions tout un mois à discuter sur le budget de l'État et que nous ne passons pas suffisamment de temps pour que le Parlement parle des programmes qui concernent l'éducation de nos enfants. C'est vous qui êtes député. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je ne dois pas le dire. Je suis député, mais je constate avec cet incident que effectivement nous ne prenons pas suffisamment de temps pour regarder ces questions. Et justement, honorable Marlise Zourabel, il y a d'autres incidents dans les ouvrages. Cette année, il y a un livre d'ECM, du cours élémentaire 2, où la ville de Tian est présentée comme se trouvant dans la région du Sud-Ouest. Il y a cette affiche également du candidat Paul Biya trouvé dans un livre du cycle primaire. Comment vous appréciez ce type de contenu élaboré pour des erreurs comme Tian qui se retrouve dans le Sud-Ouest, ça peut être une mauvaise relecture. Je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté de vouloir déplacer Tian. Ça serait difficile de déplacer Tian de l'ouest au sud-est. Donc pour moi, ça doit être une mauvaise relecture et ça peut se corriger très facilement. Peut-être une extension de l'Ambazonie. Je vous en prie. Pierre Alakalaka, sur ces différentes erreurs et ces dysfonctionnements qui se glissent dans des ouvrages qui sont censés être passés par une commission en charge d'examiner les contenus des différents programmes scolaires afin de permettre aux jeunes Camerounais de bénéficier d'une formation optimale pour leur développement. Comment vous appréciez cette Je réponds situation à votre question et je reviendrai sur ce que M. Tchongang a dit. C'est simplement parce que, les auteurs ne prennent pas très au sérieux le travail qu'on leur demande de faire. Les auteurs, c'est le cas avec ce livre incriminé. C'est également le cas de ceux qui sont chargés de faire la censure, ce comité qui met en place les livres au programme avec le programme unique. Donc ces deux structures pêchent parce que en réalité, ils sont sous la pression. La société a changé, on est dans l'époque des nouvelles. À l'électricité. Vous le mettez où cela? Parce que je parlais de l'éducation familiale qui devient une éducation nationale. Ça signifie donc que vous n'allez pas transporter ce qui se passe en ville et l'imposer dans les zones rurales. Vous allez à Bukito, à Ombessa, vous faites 6 mois sans électricité. Les téléphones sont éteints. Et puis les enfants n'ont pas de téléphone là-bas, les parents sont pauvres. C'est partout à l'intérieur du pays. Donc on ne peut pas regarder ce qui se passe dans les grandes villes comme étant la règle.
pour ceux qui ne sont pas dans tout l'étendue du territoire. Ça, c'est la première chose. Et que faut-il faire maintenant, face à ce chapitre qui suscite une polémique et qui suscite cette levée de bouclier? Mais il faut retirer le livre, je suis parfaitement d'accord avec Honorable. Il faut retirer et le livre ou le chapitre, qu'importe, c'est le livre qui comprend le chapitre. Il faut le retirer. Et les auteurs doivent être poursuivis. Parce qu'il y a une disposition du code pénal qui est contre l'homosexualité et les méthodes et dépravantes. Le code pénal est toujours là, ça réprime ça. Lorsque des auteurs s'asseyent à 4 ou à 5 pour mettre ça dans les programmes, avec les mots, moi j'ai connu la zoophilie dans ce livre. Je l'ai lu, maître. Tu es en retard. Oui, mais parce que c'est pas dans ma culture. C'est pas dans ma culture. Moi, ma culture, maître la connaît. Je suis dans une autre culture, du normal, du réel et du naturel. Voilà ma culture. Donc, ces gens doivent être poursuivis. Le procureur doit se saisir d'une situation comme celle-là. Mais il faudrait que je pose une question quand même au professeur. Je vous en prie, bâtonnier. Je pose des questions sur ce plateau. Évariste Fofossi, permettez qu'on avance. Dans le cadre de l'émission, on parlait des solutions à apporter. Il y en a qui estiment qu'il faut retirer le chapitre, d'autres pour la réforme du système éducatif. Et le bâtonnier Tchungan qui a donné également son point de vue. Et vous le savez. L'implication du Parlement. Et vous le savez, messieurs. Et vous le savez, messieurs, mesdames, qui sont nombreux, des jeunes Camerounais, des jeunes élèves, qui sollicitent déjà les bourses chinoises après l'obtention du baccalauréat de la licence. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'Afrique. Et cette Chine a annoncé le déblocage de 60 milliards de dollars sur 3 ans pour développer les infrastructures. Tous les chefs d'État africains présents au sommet Chine-Afrique ont applaudi cette coopération Chine-Afrique. Avec vous, Évariste Fofossi, comment appréciez-vous cette lune de miel entre l'Afrique et la Chine? Tout est vraiment rose avec cette coopération économique, ces milliards de dollars injectés sur le continent africain? Oh, la Chine est actuellement le pays le plus commerçant au monde. C'est-à-dire que c'est le pays qui commerce le plus, qui anime le plus le commerce mondial actuellement. Donc, la Chine se bat pour ses intérêts. Si la Chine est en Afrique, ce n'est pas pour de la charité, c'est parce qu'elle trouve son compte. La Chine avait besoin de matières premières et des matières premières à bas prix. Elle s'est aperçue que la plupart de ces matières premières, là, les Européens les extrayaient chez nous avant de les lui vendre. Elle est allée directement au but. Donc moi, je crois que la Chine ne fait pas du sentiment. La Chine est actuellement le premier partenaire de l'Afrique parce qu'elle trouve son compte. Et elle met les moyens. Dans un premier temps, de manière illimitée, elle a endetté ces pays. Bon, maintenant, elle commence à les tenir avec leur niveau d'endettement et leur impose des exigences en termes de reprofilation de la dette ou de la réorientation de cette dette-là, mais elle est là pour ses intérêts. Donc, moi je crois que les 30 000 milliards, parce que 60 milliards de dollars, c'est à peu près 30 000 milliards de francs CFA, les 30 000 milliards qu'elle met à la disposition des pays africains, c'est à la hauteur des ambitions chinoises en Afrique et de leurs besoins de leurs besoins en matière de commerce avec l'Afrique. Donc, n'oubliez pas la fameuse idée de la route de la soie. Ils estiment que cette route de la soie passe par l'Afrique pour arriver en Amérique. Donc, nous sommes sur cette ligne-là. Donc, la Chine est plus volontariste que n'importe quel autre pays au monde à l'heure actuelle. Et elle met les moyens. Elle a une vision plus longue, une vision plus élaborée que les autres. Alors, dans cette vision, justement, dans cette nouvelle route de la soie, bâtonnier... Elle ne fait pas de cadeaux, donc il ne faut pas croire qu'elle nous fait des cadeaux. Alors, bâtonnier Charles Tchungan, vous décryptez chaque jour ces multiples enjeux géoéconomiques avec la Chine désormais qui se positionne devant l'Europe, devant les États-Unis.
sur le continent africain réunit presque tous les chefs d'État en Chine et leur promettre 30 000 milliards de francs CFA sur 3 ans. Comment vous appréciez cette nouvelle donne géoéconomique? Écoutez, moi je suis toujours surpris par la légèreté avec laquelle nos entrepreneurs politiques analysent les phénomènes économiques mondiaux. Alors, on a converti en francs CFA pour impressionner vos téléspectateurs. 60 milliards de dollars, c'est rien du tout. Vous prenez 60 milliards de dollars, il y a 53 pays. Vous faites une division, ça fait 1 milliard 250 millions de dollars par pays. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous construisez une autoroute avec ça? C'est pas possible. Il faut faire attention lorsque nous analysons les relations internationales. Les États n'ont que des intérêts. En cela, je suis d'accord avec lui. Mais en ce qui concerne la Chine pour l'Afrique, il faut se féliciter de ce que les États africains coopèrent avec la Chine. Il faut se féliciter en ce que nous ayons, en tant que Cameroun, des bonnes relations avec l'Afrique. Ouais. Mais la question qui se pose aux Africains aujourd'hui, ce n'est pas ces annonces qui n'ont... Est-ce que les Africains en bénéficient? Mais non, puisque les 60 milliards de dollars, ce ne sont pas des prêts accordés. On annonce un chiffre en vous disant que sur 3 ans, nous sommes prêts à vous accorder des prêts à intérêt sur 3 ans. Sur ces 60 milliards, toujours sur 3 ans, il n'y a que 15 milliards qui vous seront accordés à taux zéro. Donc, c'est un... Non, ce n'est pas parti de don. C'est pas de don. Nous entrons dans un cycle d'accroissement de notre endettement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi nous sommes vers la Chine? C'est parce que notre taux d'endettement vis-à-vis de l'Occident et d'autres pays partenaires classiques a atteint des niveaux où les taux d'emprunt près de ces pays, près de ces marchés, sont tellement élevés que nous n'avons plus la capacité d'assurer, n'est-ce pas, le concours, n'est-ce pas, de la dette. Je voulais dire également qu'en ce qui concerne cet endettement, si vous regardez l'analyse sur, n'est-ce pas, la consommation, n'est-ce pas, des fonds BIP, le budget d'investissement public, le taux a baissé de presque de 12% par rapport à l'année dernière aujourd'hui. C'est-à-dire des emprunts que nous avons signés, que nous sommes en train de rembourser et que nous ne consommons pas. Là également, il y a un questionnement. Donc, je termine parce que je crois que vous n'avez plus beaucoup de temps. C'est que la Chine, pour nous, pour l'Afrique et pour le Cameroun, la Chine est une opportunité. Est-ce qu'on en tire réellement profit? Ça fait de nombreuses années. La réponse est non. Le Cameroun. Et pourquoi le Cameroun peine à tirer profit alors que le Cameroun est l'un des pays les plus importants qui bénéficient des investissements chinois? Parce que notre logiciel économique, excusez-moi, parce que maintenant, vous savez, j'ai quitté le droit pour m'intéresser de faire la monnaie à l'économie, parce que notre logiciel ne marche plus. Il faut changer de logiciel. Regardez avec l'Union européenne, nous avons signé les APE. Quand nous nous retrouvons avec les experts des APE, ils nous posent la même question. Qu'est-ce que vous nous proposez comme produit pour que nous puissions les faire entrer en droit de douane en Europe? Zéro, on n'a rien. Mais la Chine, c'est exactement la même chose. Imaginez, prenez un seul exemple que j'ai pris et que j'ai expliqué dans le cadre d'un think tank dans lequel je suis, à un éminent membre de notre gouvernement, que nous demandions à la Chine de nous donner, par exemple, 4 mairies. 4 mairies, c'est quand même quelque chose comme 400 à 500 millions d'habitants en Chine. Hein? On nous donne le marché, par exemple, des cuillères en bois. Par exemple. Vous imaginez le nombre de devises que ça pourrait rapporter au Cameroun? Parce qu'une balance commerciale, c'est quoi? C'est, moi, je te vends, je t'achète des choses, je te vends des choses, tu me vends des choses, tu m'achètes des choses, et on équilibre. Justement, nous sommes des consommateurs permanents. Justement, concernant... Nous sommes des consommateurs permanents des produits manufacturés en dehors de notre continent. Et nous sommes des exportateurs de nos matières premières. Les difficultés pour les pays africains à pouvoir exporter vers la Chine, Pierre Alaka, ces enjeux géoéconomiques entre la Chine et l'Afrique. Plusieurs présidents africains estiment que la Chine est un bon partenaire commercial qui injecte des milliards de dollars sur le continent africain sans trop demander de choses en retour, contrairement aux anciens bailleurs de fonds, traditionnels bailleurs de fonds. Est-ce que c'est votre analyse? Est-ce que cette route de la soie qui se dessine à travers le continent africain profite réellement aux Camerounais, aux Tchadiens ordinaires? Je fais déjà mien le développement de Mechonga. Les États africains devraient comprendre que pour faire le commerce avec la Chine, il faut appliquer la transitivité enseignée en mathématiques. Les Chinois se sont développés aujourd'hui parce que les Chinois ont envoyé des gens en Occident pour voler leur technologie.
si nous voulons engager, comme l'Occident a refusé le transfert de technologies vers l'Afrique, eh bien, c'est vers la Chine que nous aussi, on peut aller tricher ce qu'ils ont triché à l'Occident. Je crois que ce serait pour moi une amorce qui va permettre maintenant aux États africains de pouvoir avoir des créateurs, de pouvoir bénéficier de la technologie chinoise en Afrique. Je vous fais illustrer mon propos. Il y a plein de jeunes Camerounais en Chine qui font dans l'ingénierie. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis à la Sonel. Je préfère parler de Sonel, pas d'AES Sonel. Il y a une machine... C'est Néo maintenant. Ah d'accord, ah, voilà. Ça change tout. Vous voyez, je suis toujours en retard. Tu m'inquiètes vraiment depuis ce matin. Voilà, je vous en prie. Très bien, merci de m'avoir recadré. Vous comprenez que ça change vite dans notre pays. Pas toujours à notre profit. Eneo a eu une panne de ses ordinateurs, de l'ordinateur central. Un jeune étudiant camerounais en Chine était là de passage et on lui a dit que les instruments d'Eneo sont en difficulté parce que personne n'arrive à réparer cet appareil nouveau qui a été importé de Chine. Mais il est allé, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, il est allé, il a regardé, il dit mais le problème ici c'est quoi? On dit non, l'appareil ne marche pas. Il dit mais comment ça ne marche pas? L'appareil s'est mis à marcher. Qu'est-ce que vous faites de ce garçon? Il travaille en Chine maintenant. Le Cameroun ne l'a pas ramené à la fin de ses études ici. Est-ce que vous vous imaginez ce que nous perdons? J'illustre mes propos par cet exemple pour vous dire que c'est par là que ça... Donc le transfert de technologie qui doit être une priorité dans le cadre de cette coopération. Qui ne s'appelle pas ici transfert, qui s'appelle aller apprendre et ramener. Tout à fait. Le problème de l'Afrique, c'est que ceux qui sont là, qui occupent des postes, ont peur, et voilà, ont peur de voir de nouveaux venus qui vont prendre leur poste dans leur gâteau. Ça, c'est d'un. Et de deux, ceux qui sont là, qui n'ont plus de compétences. Vous imaginez une secrétaire sténodactylographe qui était les yeux et les oreilles du patron, et la bureautique arrive, si elle ne s'arrime pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va brutaliser toutes celles qui vont arriver avec la bureautique. C'est pas ça? Justement. Nous sommes dans ce cas. Et il faut donc évoluer dans... Honorable Marlys Doualabel, le président de la République qui a sollicité de la part de la Chine une annulation partielle ou totale de la dette. Il a évoqué le fait que les finances publiques sont mises à mal parce qu'il y a la guerre contre Boko Haram, il y a la guerre contre la sécession dans les régions anglophones. Mais plusieurs autres hommes politiques estiment que le chef de l'État, c'est plutôt une mauvaise gestion des finances publiques qui expose le Cameroun à cet endettement qui revient après, bien sûr, l'annulation de la dette en 2006 avec l'atteinte du point d'achèvement. Alors, cette nouvelle coopération Chine-Afrique, Chine-Cameroun, est-ce que pour vous, les Camerounais en profitent? Concrètement, comment faire pour en profiter davantage pour le quotidien ordinaire des Camerounais qui se plaignent de cette présence quand même des Chinois sur le sol camerounais? Quand on demande l'annulation d'une dette, moi je pense que c'est dans l'ordre normal des relations bilatérales qu'on peut entretenir sur le plan économique. Et les arguments qui plaident à cela sont effectivement objectifs. Quand le président de la République dit qu'il est en difficulté à cause des différents conflits armés, je pense que il n'a pas inventé cela. Maintenant, je voudrais aller plus loin pour dire que cette fameuse nouvelle route de la soie, entre 2018 et 2023, peut nous apporter quelque chose. Si nous exigeons d'avoir, par exemple, des centres de développement économique du côté du Nord, en ce qui concerne le coton, qu'ils nous amènent l'industrie, qui nous permettent d'améliorer notre production en coton. Et en ce qui concerne le transfert de technologie, moi, je ne parlerai pas de transfert de technologie, parce que la technologie, on l'achète. Ce qui est important, c'est le transfert des compétences. Ou on la vole. Ou on la vole. Mais le transfert des compétences, c'est très important. Et souvent, effectivement, nous avons oublié de la pratiquer. Quand les Occidentaux ou les Asiatiques arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire et à la fin de leur durée de séjour, ils s'en vont. Il est important que nous mettions en place des grilles d'évaluation de ces personnels-là et qui ne peuvent être rémunérés entièrement que si effectivement on a la preuve qu'ils ont transféré les compétences requises à leurs collaborateurs camerounais
N+1, par exemple. Et souvent, on ne le fait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on vend aux autres? Mais on ne peut rien vendre aux autres. Parce que nous n'avons pas suffisamment travaillé dans le domaine du respect des normes et des standards. Nous devons travailler, parce que notre culture habituelle ne nous force pas à cela. Je dis souvent que quand tu dis à un Camerounais un angle droit à 90 degrés, c'est ça, non? Il va faire 91 degrés. Et quand tu te fâches, il te dit, oh, mais elle dérange. Un degré, c'est quoi? Sauf que j'ai vécu l'expérience, les palettes là, les palettes, à force d'ajouter un demi-millimètre, à force, les palettes n'entrent plus dans un camion. Donc ça veut dire que nous devons nous astreindre à respecter les normes internationales parce que autrement personne n'achète chez nous. C'est un effort extrêmement important. Donc moi, je voyais avec les Chinois le développement de la filière coton, le développement de la filière rotin et bois. Edmond Kambia, il y a une volonté de bénéficier de ces financements chinois, mais les Camerounais ordinaires, les commerçants détaillants camerounais se plaignent de cette présence importante des Chinois dans certains domaines d'activité sur lesquels le Cameroun, ou du moins les Camerounais ordinaires, n'ont plus le privilège, ne semblent plus être protégés par les pouvoirs publics. Ça pose le problème des négociations, des accords commerciaux entre le Cameroun et ses différents partenaires. Tout à fait, cela pose le problème de la négociation des accords de coopération sur le plan commercial et économique. Sur cette question qui a été largement répandue dans les développements, dans les journaux et ailleurs, je pense qu'il y a problème. Il faudrait que le Cameroun revoie un peu ça, parce que nous ne pouvons pas avoir un partenaire très important, qui est la Chine, qui est sollicité par l'ensemble des pays africains et même par les pays occidentaux. N'oubliez pas que les États-Unis, depuis l'administration Obama et même avec Trump, tout le monde court vers la Chine. Les pays occidentaux, les pays européens courent vers la Chine. Donc nous devons y aller, mais en tenant compte de la situation des producteurs locaux, des commerçants locaux. On ne peut pas avoir au Cameroun des Chinois qui sont à la fois grossistes et détaillants. Cela pose problème. Il faudrait qu'au niveau des accords de coopération, qu'on puisse aménager une formule qui permette, n'est-ce pas, de protéger les entreprises locales, de protéger les commerçants locaux. Avant de chuter, je dois dire que ce qui se passe aujourd'hui montre à suffisance que l'alternative qu'on appelle le BRICS est en train de porter des fruits. C'est-à-dire le groupe des 5 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, tout ça, qui s'est constitué comme alternative par rapport aux institutions de Bretton Woods, est en train de montrer qu'elle est capable de jouer à une sorte d'équilibre par rapport aux institutions financières internationales qui aujourd'hui nous ont suffisamment démontré qu'elles ne sont plus capables de nous apporter ce que nous attendons, le bien-être des populations, tout simplement. Merci, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci, honorable Fopoussi, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes économiste. Merci au bâtonnier Charles Tchongon d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Pierre Alaka, enseignant et expert en fiscalité. Honorable Marlise Doualabel, merci également d'être venu. Edmond Kambia, consultant éditorialiste à la Nouvelle Expression. Moi, je n'ai pas de qualification. Merci d'être venu. Vous êtes député RDPC. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Equinox Télévision.